Donc quelques petites règles pour démarrer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, si vous souhaitez poser des questions, intervenir, vous pouvez mettre un message dans le chat. Sinon vous avez le bouton pour ouvrir le micro en bas de l'écran au milieu. Donc à penser à ouvrir quand on veut prendre la parole. Ensuite, quelques petites règles de communication, puisqu'on devrait monter à 25, donc pour pouvoir rendre la communication fluide. Donc, on va vous inviter à garder les micros fermés pour pouvoir... voilà, pour pas qu'il y ait de bruit ambiant en fait au niveau de cette présentation. Et si vous souhaitez intervenir, vous pouvez toujours lever la main. Et puis dans ce cas-là, on vous donnera la parole pour que vous puissiez intervenir. Et vous pouvez utiliser aussi un certain nombre de statuts en fait pour pouvoir indiquer des réactions ou faire des interventions. Alors pour vérifier que tout le monde puisse accéder au statut. Donc pour cela, il faut cliquer sur son nom. Vous avez un lien qui se met définir le statut et vous pouvez choisir un statut. Donc je vais vous demander, pour vérifier que tout le monde a trouvé cette fameuse icône de statut, de mettre l'icône favorable avec le pouce levé. Voilà, pour voilà, vérifier que tout le monde a pu trouver ça. Alors, donc, je répète la consigne pour Marie qui vient d'arriver. Effectivement, il y en a plusieurs qui nous rejoignent. Je suis désolée, il y a eu a priori un souci pour le lien qui a été envoyé. Donc, quand les collègues qui avaient réussi à se connecter nous l'ont signalé, j'ai pu vous renvoyer le lien. Donc, la consigne était de mettre le pouce favorable pour pouvoir vérifier que vous avez trouvé où était l'icône de statut. Donc, en cliquant sur votre nom. Donc, il y en a quelques-uns encore qui n'ont pas trouvé. Mais bon, dans l'ensemble, ça a l'air bon. Donc Alice doit être encore sur le test de micro. Ok, alors contrairement peut-être aux classes virtuelles du CNED que vous avez peut-être utilisé, les icônes de statut ne s'enlèvent pas. Donc pensez à les enlever une fois que vous avez fini, ça nous permettra en fait de savoir si vous souhaitez intervenir ou pas. Donc même chemin pour pouvoir y accéder. Donc cette thématique des espaces scolaires c'est un sujet très vaste. Il a fallu qu'on fasse des choix pour que la présentation en tienne en 1h15 pour pouvoir aussi éventuellement avoir des échanges, même si vous risquez d'être 25. Donc en fait, ça sera vraiment une synthèse des différentes activités qu'il y a eu sur le groupe de travail qui comprenait des formations avec des chefs d'établissement, des rencontres entre certaines équipes qui ont monté des projets innovants et des chercheurs. Donc on va essayer de vous proposer une synthèse de tous les éléments qu'on a pu réunir par rapport à ces différentes activités. Et donc cette présentation a été structurée autour des 3 questions que vous avez à l'écran. Voilà, donc bon, je vous les relis pas, vous les avez là. Et donc, pour pouvoir faire connaissance avec vous, puisque vous venez d'horizons variés, on va vous poser quelques questions, alors qu'on va peut-être pas forcément exploiter tout de suite, mais ça va nous permettre de savoir à qui nous nous adressons et ça va nous permettre éventuellement d'adapter notre discours suivant les besoins que vous pouvez avoir. Donc, je vais mettre un sondage en route et vous allez pouvoir répondre avec ce sondage en cliquant sur la lettre qui vous correspond. Donc, je laisse encore un petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas pu encore répondre. Excuse-moi Stéphanie, il y a enseignant premier degré 2 fois, donc je pense qu'il y a une réponse, c'est enseignant second degré, non? Ah oui, désolé. Nulle part, excuse-moi. Alors le D, c'est enseignant second degré, oui. J'avais mis premier degré au départ, second degré, désolé. Du coup, alors vous pouvez peut-être modifier votre réponse. On était 2 à relire le diaporama, mais ça nous est passé complètement à l'as.
Ok, donc pratiquement tout le monde a répondu. Alors je vais vous publier le résultat du sondage, hein, ça nous donne quand même le profil ici. Hein, donc beaucoup de personnel de direction du second degré. Hein, finalement, le second degré est plus représenté que le premier degré. Hein. Mais on a quand même un projet pour le premier degré que nous montrerons. Ça peut aussi donner des idées sur le second degré. Donc, deuxième question aussi, en fait, c'est savoir pourquoi vous êtes inscrit à cet atelier. Hein, vous avez peut-être un projet qui est déjà en cours, un projet qui est envisagé, donc ça permettra, pareil, d'adapter notre discours. Donc, je vais relancer le sondage. Voilà, et je vous laisse répondre. Ok, donc en fait là ça reste assez partagé hein, puisque certains ont déjà des projets en cours, donc pourront peut-être intervenir hein, pour ajouter un certain nombre d'éléments au discours qu'on va avoir. Et sinon, dans la majorité des cas, vous recherchez des renseignements avant de vous lancer. Hein, donc on essaiera de répondre à vos questions au fur et à mesure de cette présentation. Donc pour finir cette introduction, hein, et puis comme nous allons passer un petit peu de temps ensemble, en fait, on va vous proposer, histoire que vous soyez à l'aise pendant cette présentation, de choisir un siège en utilisant, donc je vous ai mis à disposition un outil d'annotation. Alors c'est peut-être pas forcément très facile dessus, donc vous pouvez cliquer sur la main et attraper le crayon et mettre une coche ou une croix sur le siège que vous souhaitez utiliser pour ce temps que nous allons passer ensemble. Alors en vous faisant remarquer que certains sièges peuvent être utilisés aussi en classe. Hein, on n'est pas forcé d'avoir uniquement la chaise traditionnelle. Voilà, donc le fait d'être bien installé pour pouvoir suivre une présentation, c'est important. Alors je sais bien que c'est pas forcément évident comme ça, mais bon, un certain nombre arrivent quand même à... Donc, on a quelques ballons qui sont utilisés. Alors, en visio, ça peut être un peu compliqué quand on est avec la webcam, hein, parce que certains peuvent donner le mal de mer s'ils sont mobiles. Voilà, on a des sièges plutôt confortables. Très bien. Je vous remercie pour votre participation. Il faut noter qu'il y en a très peu qui choisissent la traditionnelle chaise de classe. Hein. Oui, oui, oui. Et que finalement, le tronc d'arbre que moi j'avais bien aimé parce qu'il était en extérieur n'est peut-être pas forcément le plus confortable pour suivre une présentation. Voilà, je te laisse pour la suite, Michael. Aussi ton micro, du coup. Pour la suite, on va essayer de dégager ensemble une définition de ce qu'on appelle un espace scolaire. Alors, on va repartir sur deux petites questions. Alors, pour cela, on va utiliser un autre outil. Donc là, on va solliciter le sondage WooClap. Donc, c'est un outil en ligne. Donc, vous pouvez vous y connecter depuis votre ordinateur en suivant le lien que vous avez à l'écran et qu'on va vous remettre dans le chat. Ou, pour plus de confort, il est préférable d'utiliser son smartphone et de flasher le QR code. Il n'y a pas d'inscription nécessaire. Donc, vous avez le lien dans le chat. Vous allez basculer directement sur une nouvelle fenêtre. Et quand vous êtes à peu près tous prêts, donc soit avec le smartphone depuis le QR code, soit avec le lien dans le chat, vous mettez un petit pouce en l'air et je vais basculer ensuite sur la fenêtre du sondage. Voilà, je vais vous le rafficher de nouveau. Voilà, si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à le signaler dans le chat ou en prenant la parole en levant la main. Non, il ne faut pas être en zone blanche, c'est vrai. Je le conçois.
Stéphanie, je te vois parler, mais par contre, ton micro est désactivé. Désolée. Pour les histoires des zones blanches, effectivement, c'est pas forcément évident. Ça peut se faire aussi sur une autre fenêtre du navigateur. Hein. Oui, tout à fait. En cliquant sur le lien, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre logiquement. Voilà, c'est plus difficile pour jongler de l'un à l'autre, mais ça pose pas de problème. Voilà, on attend encore quelques instants. Il y a déjà pas mal de personnes qui y sont. Si ceux qui n'ont pas levé le pouce rencontrent un souci, qu'ils nous le signalent, ou s'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire techniquement, et on peut comme ça lancer l'activité. Au besoin, vous pouvez intervenir dans le chat. Hein, pour ceux qui n'arrivent pas à répondre sur WooClap, vous pourrez mettre vos réponses dans le chat. Donc, plus de 3 personnes. On va pouvoir commencer, je pense. Oui, commençons. Alors, donc, première question. Quels sont les différents espaces scolaires que l'on peut rencontrer dans un établissement scolaire, donc à votre avis? Donc là, vous avez une zone de saisie qui s'affiche à votre écran. Et vos réponses vont s'afficher directement sur l'écran sous la forme d'un nuage de mots. Et la taille des mots, évidemment, signale le nombre de fois où un espace a été signalé. On va attendre que le nuage de mots se stabilise. Ça veut dire que le temps qu'il bouge, il y a encore des gens qui répondent. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas pu scanner le QR code, vous avez l'adresse du site qui est l'adresse directement du WooClap qui est à l'écran. Il y a une combinaison de 6 lettres à écrire à la fin de l'adresse. Bien, ça bouge toujours. Alors on voit quand même que dans les mots qui ont une taille plus importante, on va retrouver le foyer, l'infirmerie, les couloirs, évidemment la classe. Alors il faut rassembler les mots salle, classe, salle avec un S, donc tout ça on imagine qu'on parle bien de la même chose. Le hall, le réfectoire, la cantine, les escaliers, les espaces verts également. Bien, on va stopper pour cette question. Donc évidemment, on voit bien que les espaces scolaires sont multiples, bien au-delà de la salle de classe, évidemment. Et on va passer à une deuxième petite question là qui va concerner plus précisément votre projet. Alors, pour lesquels de ces espaces scolaires, donc on a vu sur l'écran précédent, est-ce que vous envisagez un aménagement, alors qui est déjà en cours ou envisagé, ou peut-être à plus long terme pour certains? Alors, pas mal de salles de classe, des zones extérieures, les cours, et puis quelques zones plus confidentielles comme le couloir, qu'on va placer dans les espaces interstitiels, ou le hall. A priori, pas de CDI ici. Voilà, ça bouge encore légèrement. Bien. Eh bien, écoutez, merci pour ce petit sondage. Je vais arrêter le partage et revenir sur le diaporama. Voilà, donc effectivement, on va considérer que les espaces scolaires seront tous les ensembles, tous les lieux dédiés aux différentes formes d'apprentissage, des savoirs et de socialisation de celles et ceux qui les fréquentent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mazzalto et Paltrinieri dans un rapport en 2013. Alors bien sûr, on pense souvent à la salle de classe, mais donc on va donc envisager, et vous l'avez bien fait à la fois dans vos réponses et dans les projets que vous envisagez, des zones plus confidentielles comme les couloirs, des zones importantes comme la cour de récréation, et puis on a vu qu'effectivement d'autres espaces peuvent être envisagés comme les espaces extérieurs ou le restaurant ou la cantine. Alors ce ne sont pas tous des espaces qu'on va pouvoir explorer ce matin, mais on va explorer certains lieux.
je te redonne la parole, Stéphanie. Oui, j'ajouterais juste parce que ça a été signalé dans le nuage de mots, hein, certains ont parlé des toilettes. Alors, c'est vrai que c'est un point qui est important dans un établissement et qui peut être, voilà, au niveau des élèves, sujet de difficulté. Même chose, on n'a pas le temps d'en parler là. Je vous ai mis à la fin du diaporama un lien d'un article qui est paru parce qu'il y a un certain nombre d'établissements en Gironde qui sont en train de travailler sur ce réaménagement. Hein, mais il a fallu qu'on fasse un choix et effectivement, on n'abordera pas cette thématique dans la présentation. Alors, pourquoi s'intéresser aux espaces scolaires? Ben, en fait, il y a un certain nombre d'études qui indiquent que ces espaces scolaires vont avoir un impact sur le bien-être des élèves. Donc, il y a eu notamment les études de Thibault Hébert en 2018 et en 2019. Qui montrent que tout ce qui est les espaces, l'architecture des établissements va influencer ce bien-être. Donc, dans la première partie que vous avez ici, sur la densité, en fait, ils se sont aperçus que le sentiment d'entassement peut générer un sentiment d'insécurité et puis des comportements de retrait ou d'agressivité. Forcément, si on a un couloir qui est trop petit dans un établissement scolaire, dès qu'on va avoir des mouvements d'élèves au niveau des intercours, ben, on peut avoir des bousculades, du coup des réactions, des violences. Donc c'est vrai que cette densité peut avoir un impact sur le bien-être des élèves. On a aussi toute une partie sur le bruit et la lumière qui peut générer un impact dans une salle où on n'a pas vraiment de lumière du soleil. Ça arrive dans certains établissements où les fenêtres sont tout en haut des murs, donc c'est pas forcément très agréable. Et tout ce qui est bruit aussi, qui va générer du stress et qui va avoir une influence sur la capacité d'attention des élèves. Même pour nous, si on est dans un milieu qui est bruyant, on va avoir plus de mal à se concentrer, à être attentif à ce qui se passe ou à ce qu'on est en train de nous dire. Donc tous ces éléments-là vont avoir une influence sur le bien-être, mais du coup aussi sur l'engagement des élèves et sur leur réussite. Alors que finalement, tout ce qui va être espace aménagé, que ce soit les espaces intérieurs, sur toutes les thématiques que vous avez données, qui vont avoir un effet plutôt positif sur l'apprentissage et la socialisation, mais aussi les espaces extérieurs qui vont avoir un impact un peu plus important sur le sentiment d'appartenance et d'appropriation. On a beaucoup d'établissements avec des cours bétonnés, on va y revenir, mais tout ça peut avoir un impact en fait sur la réussite des élèves. Alors une petite étude de cas. Finalement, vous voyez ici un certain nombre de photos. Donc sur les images de gauche, vous voyez deux établissements un peu du même type. Sur les deux images de droite ici, c'est un établissement d'un autre type. Donc en fait, ce qu'on voudrait, une fois que vous avez observé ces photos, c'est vous poser une question. À savoir les élèves que vous voyez sur l'image du haut, d'après vous, dans quel établissement on pourrait les mettre. Donc un petit sondage juste en répondant A ou B. Voilà, donc je répète, les élèves qui sont sur l'image du haut, dans quel établissement en fait vous les imaginez en train de travailler. Un petit temps, on n'a pas tout à fait répondu. Ok. Donc, une grande majorité a répondu finalement qu'il les voyait sur les bâtiments du A ici. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on imagine, même si c'est un peu caricatural. Si certains veulent intervenir, surtout, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Voilà, mais finalement, si on regarde ces deux images-là, ce sont des établissements français qu'on appelle type court, en fait. Qui n'ont pas changé depuis la fin du 19e siècle. L'architecture qui est utilisée, c'est toujours la même en France, même si on peut avoir des bâtiments qui sont maintenant HQE. En fait, ces bâtiments-là ont à peu près la même forme, ont à peu près la même organisation.
Sur l'image qui est à droite ici, en fait, alors je vais relire le nom, c'est le collège-lycée Orestadt au Danemark, qui lui est un établissement qu'on appelle de type bloc, en fait, qui est beaucoup plus ouvert à l'intérieur. Hein. On voit qu'il y a un certain nombre d'espaces qui sont délimités, mais qui sont ouverts sur l'ensemble de l'établissement. Et en fait, ce type d'établissement de type bloc va favoriser beaucoup plus l'autonomie et intègre en fait ce qu'on va appeler des espaces de socialisation. C'est pour ça qu'on peut imaginer, même si ça reste caricatural, que les élèves qui sont ici seront plutôt dans cet établissement-là, alors que finalement, ces salles de classe-là sont des salles de classe qu'on rencontre encore beaucoup dans nos établissements. Alors, pour faire le lien avec la suite, en fait, finalement, dans ces présentations, ce qu'a mis en avant Thibaut Hébert au niveau de ses études, c'est que on a une mise en tension, en fait, entre des bâtiments dont l'architecture date du 19e siècle, hein, et qui ont été faits dans une idée de massification de l'enseignement avec une transmission, un enseignement simultané, hein, avec des salles de classe où l'espace de l'enseignant est bien séparé de l'espace des élèves. On avait même des estrades même si on les a beaucoup enlevées, mais il en reste encore parfois dans les salles de sciences. À côté de ça, on a des élèves qui sont du 21e siècle, hein, qui ont accès à de nouvelles technologies, qui pratiquent beaucoup de zapping en fait, et qui mettent en place de nouvelles manières d'apprendre, hein, en consultant des vidéos sur YouTube ou autres. Et tout ça avec une pédagogie qui reste encore une pédagogie du 20e siècle en fait, où vont se mixer soit la pédagogie traditionnelle et behavioriste, ou la pédagogie plutôt socio-constructiviste, avec soit un modèle frontal et un enseignement plus linéaire, soit un modèle plus multimodal. Et en fait, on n'arrive pas encore à trouver une harmonie entre tout ça, et le réaménagement des espaces va essayer de mettre ces trois éléments-là en concordance au bénéfice des élèves. Donc, en fait, en conclusion de cette partie d'introduction, hein, finalement, ces espaces d'apprentissage vont être prescripteurs de pédagogie, puisque, en fait, quand on arrive dans une salle de classe où les tables vont être d'une certaine manière, ça va avoir une incidence sur la manière dont on va mettre notre pédagogie en place. Et donc, repenser ces espaces, les réaménager, va permettre également de changer les pratiques et de favoriser, suivant les cas, le travail en équipe, le travail personnel des élèves. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer sur la suite de la présentation. Alors, sur la cour de récréation, hein, puisque c'est des éléments dont vous avez parlé au début, hein, sur le... Oui. Oui, je reprends la main juste pour le sondage. Vas-y, je te laisse le commentaire. Donc, avec une nouvelle question sur WooClap, hein, donc je vous ai mis dans le chat de le garder ouvert, mais sinon vous allez pouvoir vous reconnecter. Il n'y a pas de souci, le lien est toujours présent. Oui, donc en fait, sur ces espaces extérieurs, on va s'interroger sur la manière dont les élèves se répartissent dans ces espaces extérieurs. On a des établissements qui ont beaucoup de cours bétonnés, hein, même si on essaye petit à petit d'intégrer des espaces verts. Dans certains cas, les espaces verts existent, mais les élèves n'y ont pas accès. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment se répartissent les élèves quand ils sont dans les cours. Donc c'est pareil, une étude qu'ont fait Thibaut Hébert et Eric Dugas au niveau du collège. Alors, c'est pas cette question-là, pardon. Non, c'est pas celle-là non plus. Petit souci de question. Alors, attendez, faut que je le coupe parce que là, j'ai perdu ma question. Voilà, c'est celle-ci. Alors non, vous avez les cours là, pourquoi il n'y a pas la même chose? Alors donc, l'idée là, c'était de vous questionner. En fait, vous avez
une représentation de cours avec des espaces, on schématise un espace intérieur et puis des espaces extérieurs. Et en fait, la question qu'on va vous poser, c'est où vont plutôt se placer les élèves. Alors, mettons les plus jeunes, 6e, 5e, est-ce qu'ils vont plutôt se placer en périphérie de la cour ou plutôt au centre de la cour? Donc, avec une différence entre 6e, 5e. Oui, c'est bon, Michael. Pardon, je ne sais pas si certains voient la question, ont vu la question, parce que j'ai déjà des réponses et pourtant j'ai pas la bonne question à l'écran, mais je lis sur mon téléphone. Alors c'est pas grave, écoutez, je te laisse finir, Stéphanie, je vais réinitialiser directement le test. Ça sera... Alors certains n'ont pas de questions apparemment. Donc en fait au niveau de l'étude, il montrait que il y avait une différence de répartition dans la cour, d'une part sur les élèves de 6e, 5e et de 4e, 3e, et d'autre part entre les garçons et les filles. Bon après sinon, si on n'a pas la question, c'est pas grave, on va... Ouais, cette question n'a pas l'air... Attends, je l'ai réinitialisée. C'est bien cette question-là. Et c'est pas la bonne distance. Elle avait fonctionné... Alors effectivement, on raisonne hors contexte Covid puisque certains ont pu mettre en place peut-être des zonages par classe au niveau de la cour. Bon, c'est pas grave, on va peut-être avancer. Oui, on va passer cette question. Ah ben ça y est, elle est arrivée. Ben, c'est les réponses qui ont été données du coup. D'accord, je sais pas qui. Ok. Les réponses plus fréquentes. Donc voyez, vous avez au niveau de l'espace de la cour. Donc sur la périphérie, en fait, on va retrouver plutôt les filles et les 6e, 5e, voilà, qui vont se retrouver plutôt à l'extérieur de la cour. Et l'espace central va être occupé d'abord par les garçons et en plus par les 4e, 3e, c'est-à-dire les plus grands. Donc en fait, finalement, au niveau de ces espaces de cours, on va avoir une sorte de ségrégation qui se produit. Et avec pas mal d'interactions, alors qui peuvent être bénéfiques, hein, on peut avoir des interactions motrices, des interactions sociales, mais aussi on a des interactions plutôt illicites qui sont des interactions adversives. Hein, du coup, l'idée, ça va être de repenser ces espaces pour développer davantage les interactions licites. Alors, on va peut-être revenir sur le diaporama du coup, Michael. Reprendre la main. Hop, c'est bon. Hein, donc vous avez ici de synthétiser ce que je viens de vous dire. Donc l'objectif d'un réaménagement de cours, puis certains avaient ce projet-là en venant à cet atelier, c'est justement d'encourager plutôt les interactions licites et tout ce qui va être interaction sociale, voire aussi interaction motrice quand c'est un réaménagement de cours dans des écoles maternelles ou élémentaires. Alors, comment on peut produire ces réaménagements? En fait, ça peut être fait par zonage. Avec, voilà, on peut avoir une zone délimitée pour les ballons, avec éventuellement des grilles qui permettent d'éviter que les ballons partent partout dans la cour. Certains peuvent mettre en place une zone musicale. On peut avoir, oui, aussi un zonage avec des espaces verts. Vous l'avez ici, que ce soit des arbres ou que ce soit des zones gazonnées pour que les élèves puissent s'asseoir. Il peut y avoir des zones de détente avec une protection pour le soleil, la pluie. Donc, on peut imaginer pas mal de choses. Et finalement, au collège, il y a un certain nombre d'élèves qui font des tours de cours souvent. Donc, on peut aussi avoir des zones de marche pour ceux qui veulent juste marcher et discuter avec leurs camarades. Donc, quelques photos d'exemples de réaménagement de cours. Où on voit par exemple ici la zone pour des jeux de ballon par exemple, avec la grille qui permet d'éviter que le ballon parte. On voit ici des zones où vous avez des bancs en cercle qui permettent justement toutes ces interactions sociales. Vous avez la mise en place de tables de ping-pong. On voit aussi ici voilà, des tables qui sont en cercle ou des tables pique-nique. Alors, ce qui peut paraître du coup étonnant sur cette photo, c'est qu'on voit encore quand même des bancs qui sont alignés, qui eux ne vont pas permettre forcément les interactions. Et vous voyez aussi cette photo où les zonages peuvent être faits par couleur.
Alors, j'ai vu dans le chat Marie Cabanillas qui a priori a déjà mis en place des zonages dans son établissement. Donc, si vous voulez peut-être intervenir, si vous avez des éléments à ajouter. Donc les zones, en fait, ça peut être utilisé différemment, d'accès libre, mais aussi on peut avoir des emplois du temps mis en place éventuellement avec des roulements au niveau des élèves. On peut responsabiliser les élèves dans cette gestion des espaces, notamment si des espaces verts sont mis à disposition des élèves qui étaient fermés auparavant, pour les responsabiliser sur cette mise en œuvre, et ne pas hésiter dans ces réaménagements de cours à intégrer les élèves dans le cadre du CVL ou des éco-délégués, puisqu'en fait c'est eux qui sont les principaux usagers et ils peuvent avoir pas mal d'idées sur la mise en place de ces réaménagements. Oui, alors Madame Cabanillas, vous pouvez ouvrir votre micro peut-être si vous voulez intervenir. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, alors, oui, l'an dernier, donc je suis principale dans les Pyrénées-Atlantiques et dans un petit collège très rural, donc avec très peu d'élèves, et on a fait partie d'une étude qui a été effectuée par un cabinet d'architecture et d'urbanisme sur notamment la mixité dans la cour de récréation. Et ils sont intervenus auprès des élèves, ils ont fait passer un questionnaire et ils ont observé pendant quelques jours la cour de récréation et c'était très intéressant, mais vous l'avez déjà dit sur la question de la mixité. Ils ont bien observé que les filles étaient plutôt en périphérie de la cour de récréation et les garçons au centre, en train de jouer à des jeux de ballon type foot ou basket, avec finalement très peu de filles qui s'intégraient dans ces jeux-là. Donc, suite à ça, une réflexion s'est mise en place qui était malheureusement arrêtée par la crise sanitaire sur comment réaménager la cour de récréation. Et donc, sur le sondage, on demandait aux élèves quelles idées ils auraient sur le réaménagement, parce que l'objectif aussi, c'était de partir de leurs propositions. Et donc, c'était parfois très original, mais en effet, différentes zones de détente, d'aménagement type table et banc pour pouvoir jouer aux cartes, d'aménagement selon la météo aussi. Était proposé. Voilà, bon, ça s'est arrêté. Le projet est en chantier. J'espère qu'on le reprendra après la crise sanitaire. Juste pour information, voilà, j'ai renoncé au zonage aussi suite à la crise sanitaire parce que très récemment parce que je commençais à observer chez les élèves des comportements vraiment inappropriés. Et du coup, voilà, on est revenu un petit peu à la vie d'avant concernant la cour de récréation qui était bien investie par les élèves. Mais voilà, je m'arrête là. D'accord, merci pour votre témoignage, qui rejoint bien ce qu'on disait par rapport à cette mise en place. Donc, je laisse Mickaël pour la suite. Il y a une question sur le qui finance, donc là notamment pour la cour. Ça va dépendre en fait si on est à l'école, au collège ou au lycée, donc à voir avec le conseil départemental si on est au collège, avec la région si on est en lycée. C'est vrai que c'est des projets qu'il faut déposer et qu'il faut mettre en place. Après, il y a des fois des projets qui sont mis en place pour déjà des constructions des constructions de mobilier d'extérieur qui peuvent être avec de la récup ou ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est un projet qu'il faut déposer. Merci. Alors, on va passer maintenant à la salle de classe, on va s'y intéresser un petit peu. Alors, on va commencer par 3 questions bouclables, mais si ça veut bien fonctionner, évidemment. Donc, je vais essayer une nouvelle fois.
de partager mon écran et de vous lancer la question. A priori, c'est bon. Donc, je vous laisse participer. Donc, ici, la première question donc, sur l'aménagement de la salle qui vous paraît la plus propice au travail en classe, sachant que si le réglage est bien fait, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse possible. Donc, il faut choisir parmi les 6 propositions. Nul doute qu'il va y avoir des hésitations. Alors, Alice Palarou, je n'ai pas de question. Alors, si elle n'apparaît pas sur votre écran, sur smartphone ou ordinateur, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je peux réafficher le QR code. Alors sinon, on peut donner des indications. Je vais vous donner les 6 propositions peut-être. On va donner les numéros de proposition et au besoin, vous mettez votre réponse dans le chat. Oui, on peut faire comme ça. Donc, première proposition, table en îlot. Deuxième proposition, table en U. Troisième proposition, table individuelle. Quatrième proposition, c'est en cercle, en rectangle, on va dire. Cinquième, la traditionnelle autobus. Et dans la 6e, en fait, on a quelques tables en îlot, une table toute seule, un regroupement en U et 8 tables en autobus. Voilà. Bien, et donc là, on voit que sur les choix déjà faits, on se porte beaucoup sur la 6 et sur la 1. Les autres n'ont a priori aucun succès. Alors, on va garder les 6 mêmes configurations pour la question suivante. À ce jour, à quoi ressemble votre classe? Ou si vous êtes chef d'établissement ou CPE, quelle est la classe? À quel schéma ressemblent le plus les classes que vous rencontrez dans votre établissement, dans vos visites, lorsque vous regardez des collègues travailler? Voilà, donc là, c'est pas difficile de déjà observer un léger décalage dans les réponses. Alors, on va préciser hors temps Covid aussi, puisque dans certaines salles de classe, en ce moment, elles sont en isolé. On va partir du principe qu'on va pouvoir refonctionner. Voilà, donc on voit déjà un certain décalage entre l'idée que vous avez de la salle, de l'aménagement qu'elle devrait avoir, et puis ce que vous pouvez observer ou encore utiliser. Et puisque ça s'est stabilisé, dernière question, toujours avec les 6 mêmes pastilles. Quels aménagements parmi celles-ci vont limiter les interactions sociales, si on veut faire en sorte que les élèves finalement y aient peu de communication? On va plutôt partir sur quelle représentation. Donc là, vous avez plusieurs choix possibles. Vous devez pouvoir cocher plusieurs salles possibles. On voit que déjà la numéro 3 a un grand succès. Et la numéro 5, la 2 avec la configuration en U. Voilà, ça a l'air de s'être stabilisé, j'ai l'impression. Très bien. Donc on est quand même sur la moitié des participants, 12 participants ici, là, qui ont mis la salle numéro 3. Donc merci pour ces 3 petites questions. Hop, je coupe le partage pour revenir sur le diaporama. Voilà. Donc on l'a vu à travers de vos réponses, la pratique pédagogique et l'aménagement de la salle sont finalement 2 choses qui sont étroitement liées. Donc la pratique pédagogique voulue par un enseignant va l'amener sans doute à modifier l'aménagement de sa salle, mais on peut aussi rétorquer à ça que si l'aménagement d'une salle est assez figé, avec des conditions d'utilisation assez rigides, ne serait-ce que par exemple parce que cette salle est partagée avec plusieurs enseignants, ça va nécessairement influencer la pratique pédagogique. Parce que se dire que tiens, on va mettre des salles en îlot, sachant que ça va prendre 5 minutes au début, puis 5 minutes à la fin pour tout remettre en ordre, ça va forcément impacter l'idée que le collègue va avoir, oui, je le fais pas. Très rapidement, c'est des choses c'est des questions qui vont se poser.
Et effectivement, je le vois dans le chat, hein, quand on change de salle, a priori à toutes les heures de cours sur une journée, c'est effectivement hyper compliqué. Donc après, au travers des questions et des réponses, hein, l'idée c'était pas de dire qu'il y avait de bons ou de mauvais aménagements en fait. Hein, l'idée c'est que l'activité doit prescrire l'aménagement de la salle, et donc pour ça l'idéal serait d'aller vers des aménagements que l'on peut adapter facilement et rapidement, surtout. Et donc l'idée ici c'est de privilégier des espaces modulables ou flexibles. Alors l'espace modulable, on va plutôt passer par le mobilier pour envisager des successions de temps d'apprentissage qui peuvent être différents, hein, placer les élèves pour un travail individuel ou ensuite en groupe pour un travail coopératif, et puis pourquoi pas sur un temps de retour au tableau en configuration autobus. Dans la classe flexible, là, on va plutôt imaginer qu'on va pouvoir organiser tous ces temps en même temps, dans le même espace-temps, mais évidemment, c'est au prix d'une organisation très rigoureuse, hein. Là, ici, on va privilégier l'autonomie des élèves, puisque vous voyez bien que si on organise ces 3 temps de façon simultanée, l'enseignant, lui, a priori, reste tout seul, donc il ne peut pas être partout à la fois. Alors, on va voir maintenant dans la suite quelques exemples, et on va passer par un premier exemple d'une salle de lycée. Alors, celle-ci, je la connais assez bien, parce que c'est la mienne. Donc ça, c'est la salle coopérative de mathématiques du lycée Jean d'Arcet. Il y a 2 salles quasiment identiques, puisqu'on est 2 collègues de maths. Et on va distinguer ici 3 sous-ensembles. Un premier avec des chaises mobiles, hein, qui sont ici rangées en îlots. Des îlots de table traditionnels, hein, on en voit 2 ici positionnés. Et puis au fond, on a un plan haut informatique. On va voir aussi différents tableaux disposés tout autour de la salle. Donc au départ, dans cette salle, la volonté, c'était de faire coopérer les élèves aussi souvent que possible. Et donc, il fallait une classe assez modulable pour passer d'une configuration à une autre. Donc les chaises mobiles, ici, prennent tout leur sens, puisqu'on va pouvoir récupérer tous les élèves face au professeur, face au tableau, et très rapidement, en quelques secondes, les positionner en îlot. L'idée de la coopération, c'était aussi de pouvoir dégager du temps pendant que les élèves travaillent en îlot. Ça va être de pouvoir récupérer certains élèves un peu plus en difficulté sur les îlots de remédiation, et là, avec l'enseignant. Et puis, déjà en mathématiques, l'informatique, c'est assez important, et le pôle informatique ici permet aussi de faciliter l'accès aux ressources dont les élèves vont avoir besoin, conjuguer donc les ordinateurs plus l'utilisation du smartphone s'il est autorisé. Et puis, les plans hauts aussi ont un intérêt, c'est de permettre de faire varier la posture des élèves. Il y a des élèves pour qui de longues journées assis derrière une chaise, c'est hyper compliqué. Donc, de temps en temps, dans cette salle, certains vont faire le choix de travailler debout. Alors, assis sur un tabouret haut, on est déjà dans une posture différente. Et il y en a même qui vont rester complètement debout. De toute façon, on a moins de tabourets que de place. On va dire que c'est fait exprès. À noter ici que, en termes de budget, parce que c'est toujours la question qui se pose, effectivement, les chaises ont fait l'objet d'une dotation. Pour le reste, c'est beaucoup de récupération et de travail. Par exemple, tous les plans hauts ici ont été concoctés, fabriqués par les agents du lycée. Et les pôles informatiques, en fait, bon, on les voit pas parce qu'ils sont finalement tout petits. Ce sont des Raspberry, donc des ordinateurs qui coûtent 50 € pièce, de façon à limiter les frais. Donc, ça a été acheté, ça sur fonds propres. Donc après, là, vous avez toujours cette salle dans une autre configuration, là où on voit les élèves. Donc en fait, l'idée au départ d'avoir cette classe modulable, vous l'avez entendu dans mes propos, finalement, ça conduit aussi, hein, on va doucement aussi vers une flexibilité des apprentissages, puisqu'on va pouvoir avoir une alternance entre des élèves qui travaillent en îlot ici, d'autres qui sont positionnés sur les tables de remédiation, donc typiquement qui vont pouvoir travailler avec moi. Et puis ici, on a une autre configuration où on peut très facilement repositionner les élèves sur un temps de travail individuel. Voilà, donc là, on arrive aussi sur une certaine flexibilité des apprentissages. Et puis, sur la dernière diapo ici, vous avez un petit aperçu des affichages. Donc là aussi, c'est pour privilégier l'autonomie, hein, c'est un rappel constant aux consignes et aux règles de fonctionnement de la classe. Par contre, ici, c'est pas vraiment utilisé comme un zonage, hein, ça peut être fait, c'est beaucoup fait notamment dans les écoles primaires, de délimiter des zones et de bien faire un affichage qui va avec chaque utilisation de la zone. Ici, c'est pas vraiment l'idée, hein,
ne serait-ce que parce que d'ailleurs la classe elle est beaucoup trop petite. Donc moi je ne peux pas figer durablement des zones, mais par contre je peux faire en sorte effectivement que le fonctionnement soit rappelé le plus souvent possible aux yeux des élèves. Donc voilà, ça pour une classe de lycée. Donc si vous avez des questions, parce qu'après on va passer sur une salle d'école, des commentaires ou des questions. Sinon, je te redonne la main, Stéphanie. Alors, donc effectivement, il y avait que 2 enseignants de démarrage, 2 personnes qui étaient en premier degré, mais quand même vous parlez de l'aménagement qui a été fait au niveau de l'école de Marcillac. Donc vous voyez les photos ici. Alors la particularité de cette école, c'est qu'en fait tous les enseignants sont passés en classe flexible. Donc toutes les classes en fait ont ces espaces différents que vous pouvez voir. Hein. Ici vous avez 4 tables. Ici vous voyez une zone plutôt de regroupement qu'on voit peut-être un peu mieux ici. Vous avez des espaces un peu plus de détente avec de la lecture, les fameux ballons que je vous avais proposés au début de la présentation pour s'asseoir. Hein, ça peut être intéressant pour certains élèves. On en voit ici qui les utilisent. On a aussi souvent dans ces salles-là plusieurs tableaux pour pouvoir écrire. C'est le cas aussi dans la salle de Michael, ce qui permet aux élèves par petits groupes éventuellement de prendre possession du tableau et de s'expliquer mutuellement les choses. Alors la particularité du projet de Marcillac, c'est qu'il est né aussi dans un but d'inclusion en fait, puisqu'ils ont travaillé avec l'IME pour l'inclusion progressive d'élèves notamment autistes. Et donc c'est un projet, ça fait pratiquement 10 ans qui s'est mis en place alors petit à petit avec un certain nombre d'étapes. Puisque les élèves ont d'abord été mis en inclusion juste sur le temps de récréation du repas, et puis maintenant certains sont inclus complètement toute la journée avec la présence d'éducateurs. Donc on voit que en fait chaque salle possède des tableaux de base, des tables en îlot, des tables toutes seules. Alors un terme que je ne connaissais pas, alors on n'en voit pas à l'écran, ça s'appelle des étoules ou Z-Tool. En fait, c'est un support on va s'asseoir dessus et qui permet d'avoir un petit plateau et qui permet de travailler n'importe où finalement, soit sur une chaise sans table, soit par terre, et d'avoir quand même un support pour écrire ou pour poser un ordinateur ou une tablette. Et finalement, en fait, toute cette mise en place va permettre vraiment un travail différencié qui est encore plus nécessaire quand on travaille avec des élèves qui viennent dans ce cas-là de l'IME. Donc, au niveau des espaces qui sont mis en place ici, on a des espaces de regroupement pour la lecture, les rituels. Il y a des espaces d'apprentissage individuel et de travail en autonomie, des espaces de peinture et de motricité fine. Et puis, il y a un espace guidé avec l'enseignant. Donc, on voit que même si c'est en école, finalement, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver aussi au lycée, avec ces temps individuels ou ces temps guidés avec l'enseignant. Donc, il fonctionne en fait par centre de travail que l'enseignant met en place pour chaque élève. Et du coup, chaque enfant, typique ou atypique, va pouvoir recevoir un centre de travail, ce qui fait que ça ne stigmatise pas les élèves qui ont un centre de travail différent, puisqu'en fait, tous les élèves ont des centres de travail particuliers. Alors par rapport à cette mise en place et cette inclusion d'élèves de l'IME, certaines fois les sollicitations au niveau de la salle de classe étaient trop importantes, et du coup en fait ils ont mis également en place ce qu'on appelle un espace Snuffelen, alors excusez-moi pour l'accent, enfin l'espace Noselen qui vient de Snuffelen et Doselen, qui est un espace sensoriel en fait dans lequel les élèves vont pouvoir s'apaiser si jamais les sollicitations sont trop importantes. Et en fait, cet espace n'est pas réservé aux élèves de l'IME. Il y a un planning qui a été établi aussi au niveau des récréations pour permettre à tous les élèves d'y accéder suivant les besoins.
Et cet espace-là est également disponible à l'IME, donc ce qui permet en fait d'avoir des repères pour ces élèves-là. Donc là, on voit vraiment comment le réaménagement peut favoriser aussi l'inclusion au niveau des élèves. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Alors, on voit bien qu'il y a des points communs quand même entre les deux espaces. Alors, je te laisse la main pour la suite. Oui, je récupère. Oui, donc l'idée là, après, c'est de se lancer dans une nouvelle organisation, hein, si on a un projet qui est déjà un peu initié ou en cours ou en projet. Donc là, l'idée, c'est peut-être de consulter, d'associer tous les usagers. Par tous les usagers de la salle, effectivement, on va évidemment penser aux enseignants, mais également, pourquoi pas, aux élèves. Donc de consulter, de penser l'aménagement à plusieurs en fonction des besoins, et puis de penser aussi, par exemple, l'intégration des nouvelles technologies. On sait que maintenant, dans toutes les salles, il faut l'envisager, où ce sera positionné, l'usage de l'informatique via des bandes Wi-Fi, via quel type de support. Donc ça, c'est envisagé, qu'on pourra d'ailleurs joindre les différentes ressources via des QR codes qu'on va disposer. Penser à l'évolution des pratiques dans cette salle. Et puis, on l'a vu sur quelques exemples, il y a peut-être un moyen assez simple de commencer un zonage et un aménagement de salle, c'est tout simplement de limiter des espaces via un affichage. Alors ensuite, quelques points de vigilance. C'est pas parce qu'effectivement on va décider d'un nouvel aménagement qu'on l'aura financé que les élèves vont se mettre naturellement à coopérer. Il y a forcément un apprentissage à envisager. Il faut un pilotage très fin de la part de l'enseignant avec un étayage précis. Si on travaille en classe flexible, on a vu qu'il y a différents temps d'autonomie qui sont envisagés. Donc là, il y a un outil qui est quasiment indispensable sur les classes flexibles, ce sont les plans de travail. Alors on peut aller de la simple feuille de route au plan de travail très complet tel que l'avait décrit Freinet. Mais donc dans ces plans de travail, on va avoir encore une fois un cadre précis qui va être posé avec une certaine forme de liberté sur certains temps pour les élèves, mais toujours avec des règles quand même qui sont censées respecter. Et puis l'appui sur les nouvelles technologies, on l'a dit, c'est important, mais effectivement, ça passe effectivement par aussi un apprentissage et donc sans doute un investissement de temps au départ. Alors ensuite, d'autres zones. N'hésitez pas pour les questions, on essaie de suivre le chat en même temps. D'autres zones qu'on avait. Oui, pardon. En 2 minutes, parce qu'en fait, il y a une discussion là qui a démarré sur le chat. Je pense que c'est. Ah oui, je n'avais pas monté assez haut. Sur la taille des classes. Alors sur le coup, au démarrage, c'est vrai que faut peut-être pas forcément axer tout de suite sur les fameuses chaises à roulettes. Si on a des tables individuelles plutôt que des tables doubles, déjà, ça sera plus facile à déplacer. Alors certains collègues mettent des balles de tennis pour faciliter le déplacement des chaises. On peut être bloqué par la taille des salles, mais finalement ta salle est pas si grande que ça, Michael, et tu as réussi quand même à avoir un certain nombre d'espaces. Le tout, c'est que ce soit modulable, en fait, qu'on puisse déplacer facilement pour pouvoir réaménager rapidement l'espace de travail. Alors moi, je l'ai fait avec des 3e prépa métiers en début d'année, chronomètre et sonomètre pour leur apprendre en fait à déplacer rapidement et en silence les tables pour avoir la configuration souhaitée suivant ce que je voulais au niveau du cours. Et au niveau de la taille des salles des classes, c'est vrai qu'on peut pas facilement l'augmenter. Alors des fois, dans certaines écoles, les enseignants se regroupent, finalement ouvrent une salle vers une autre, travaillent à 2 et partagent les espaces. Finalement, c'est ce que tu fais un petit peu aussi avec ton collègue au niveau du fonctionnement. Oui, effectivement, il y a 2 salles qui sont en fait voisines, mitoyennes, et effectivement il y a une porte, et en fait, la plupart du temps, quand on arrive à travailler ensemble, on arrive à équilibrer finalement le nombre d'élèves dans les classes en les faisant passer de l'une à l'autre. Alors ça, c'est l'idée, c'est parce qu'on le fait à 2, c'est parce qu'on travaille à 2, donc c'est pas toujours envisageable. La taille des classes, effectivement, parfois c'est compliqué. C'est vraiment des choses quand certains établissements sont rénovés, il y a des travaux envisagés. C'est vrai que c'est vraiment des choses où il faut que les enseignants participent pour poser
des idées effectivement sur le fait qu'il faudrait que les salles soient plus grandes. L'idée de la salle modulable, c'est super, mais effectivement, dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit à la fois modulable et qu'on puisse la laisser en l'état le plus souvent possible. Oui, alors les directions ont de plus en plus conscience quand même que de l'utilité de l'aménagement des salles. Hein, je pense que c'est, mais voilà, après il y a vraiment des contraintes ici d'architecture qui effectivement semblent parfois difficiles à dépasser. Il y a des contraintes de coût dès qu'il faut abattre une cloison, ne serait-ce que d'autorisation déjà, parce que finalement abattre une cloison c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte qui peuvent faire qu'un projet effectivement peut prendre du temps. D'où l'idée quand même de commencer par des aménagements simples avec de la récup. Hein. Je vous dis par exemple les plans hauts de ma salle, c'est vraiment des cubes soudés par les agents avec des plans de cuisine achetés à moindre coût dans une grande surface de bricolage et ça va assez vite pour délimiter une zone. Alors, en termes d'autres zones qu'on peut investir, il y a aussi des zones un peu plus confidentielles auxquelles on ne pense pas forcément, mais comme les couloirs, le hall, par exemple, qui peuvent être des lieux d'apprentissage. Alors évidemment, ça n'est pas sans poser quelques soucis, mais on peut les mettre à profit. Alors, on peut les investir donc comme espace d'apprentissage. Alors ici, on va avoir des zones qui peuvent être transformées en zones assez conviviales. Alors, c'est des zones de travail peut-être un peu plus informelles, mais dans lesquelles les élèves vont se sentir à l'aise, favoriser la communication entre eux, les interactions positives entre les élèves. Alors, deux petits exemples en photo, hein, vous allez reconnaître mes chaises, et bien ça, c'est mon couloir. Donc, effectivement, régulièrement, des élèves font le choix. Alors, bon, il y en a bien qui fait le pingouin sur la photo, mais grosso modo, certains élèves vont faire parfois le choix d'aller travailler dans le couloir, à deux ou en tout petit groupe. Encore une fois, quand on a vous avez vu l'espace de ma classe, donc assez réduit pour certains grands groupes, en faisant comme ça. Alors, la porte est juste à côté, hein, on les a toujours à l'œil, évidemment, mais effectivement, on va gagner un petit peu plus de calme pour tout le monde. Alors, l'idée, vous avez vu, de cette petite alcôve ici, là où il y a ces 3 élèves, ça aurait été de l'aménager justement dans une zone qui soit un peu plus conviviale pour être travaillée, pour y travailler. Bon, il y a un peu de réticence parce qu'effectivement se pose le problème ici des responsabilités. Hein, quand l'enseignant n'est pas là, que font les élèves de ces zones-là, comment on les surveille, comment on chapeaute tout ça. Voilà, donc effectivement, il y a quand même encore quelques résistances là-dessus. Bon, voilà, ça se travaille, mais ce sont des zones qu'il faut envisager, hein, tout comme les halls qui sont parfois des grandes zones assez impersonnelles, assez froides, alors qu'il y a des établissements où vous allez trouver dans certains halls des petits îlots informatiques qui sont mis, qui sont aux yeux de tous, et voilà, donc facile à surveiller finalement, et où les élèves vont pouvoir investir ces zones-là pour travailler en petits groupes sur les temps où ils sont libres. Voilà, sans qu'il y ait nécessité d'investir des salles d'études ou des salles informatiques qui là aussi posent des problèmes de surveillance. Et on va le voir ça maintenant en passant sur le 3C. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, alors j'ai répondu au fur et à mesure sur le chat sur certaines. Donc ce dont a parlé Madame Cabanillas dans le chat sur un projet d'espace-temps sur les élèves au moment où les élèves sont en études, ça va rejoindre finalement le projet dont je vais vous parler ici, hein, en fait. Qui est un projet qui a été mis en place par le collège de Tartas, hein, Viviane Rioux qui nous en avait parlé lors d'une formation pour les chefs d'établissement sur les espaces scolaires et la coopération. Donc en fait, ils étaient partis dans cet établissement du constat que finalement les salles de permanence sont très bruyantes et comme on l'a dit au début, le bruit ça va empêcher les élèves de travailler, ils vont moins se concentrer, donc finalement elles restent inefficaces. Les élèves ont souvent des trous dans l'emploi du temps, donc ce terme de trou est bien parlant parce que finalement c'est des espaces qui sont vides. Parfois les élèves sont obligés de rester dehors parce qu'il n'y a pas assez de place en permanence, donc c'est pas toujours évident. Mais d'un autre côté, il manquait aussi d'espace et de temps pour travailler dans l'établissement. Donc c'est vrai que ce sont deux choses qui peuvent paraître aussi opposées. Avec la problématique aussi sur l'établissement, c'est que le CDI est à l'étage, la vie scolaire était un peu à l'écart. Et donc, il y avait un cloisonnement de ces temps et de ces espaces.
Donc ils ont essayé d'aller au-delà pour partir sur un centre de connaissances et de culture. Donc je vous ai remis ici le Vademecum, qui date un peu, qui est de 2012, mais qui reste encore d'actualité sur cette transformation des temps scolaires, des temps de permanence des élèves. Donc les objectifs en fait de ce projet, ça a été de développer les usages numériques aussi, en offrant aux élèves la possibilité d'accéder à des ordinateurs au moment de leurs espaces vides de leur emploi du temps, de développer le travail collaboratif des élèves, la mise en place de tutorats entre pairs aussi, et puis de favoriser des lieux où les élèves pouvaient échanger avec les enseignants, les CPE et les AED. Donc voilà tous les objectifs qui étaient mis en place dans l'établissement. Donc deux photos de ce que c'était, donc un grand couloir avec la vie scolaire au niveau du rez-de-chaussée. Donc après la nécessité de passer par un escalier pour aller au CDI. Et donc comme dans beaucoup de collèges, une fois que l'élève était en permanence, il ne pouvait pas décider d'aller au CDI, ou alors pendant son heure de trou, il s'inscrit pour aller au CDI, mais du coup il ne pouvait plus passer pour aller en permanence. Donc il y avait ce cloisonnement des temps et ils ont essayé d'aller au-delà. Donc il y a eu tout un travail de fait sur plusieurs années. On parlait effectivement que ces projets-là souvent sont des projets sur du temps long. D'abord, ils ont rénové le foyer de l'établissement en mettant en place un projet avec le professeur d'art plastique pour que les élèves s'approprient les murs en fait du foyer. Puis ils ont mis des espaces détente, des espaces avec des tables où les élèves pouvaient se regrouper pour travailler ensemble, et puis des espaces un peu plus individuels. Donc ça au niveau du foyer. Ensuite, ils ont mis en place en fait le principe du 3C avec au final 2 salles d'études en bas, mais qui ont été dédiées à des travaux différents. Une salle d'études était dédiée au travail individuel, donc forcément silencieuse. Une salle d'études était dédiée, elle, au travail en groupe, donc là, avec possibilité d'échanger entre élèves, avec la mise à disposition d'outils numériques. Et puis, à l'étage, il y avait la possibilité d'accéder à une salle informatique au CDI ou au foyer. Et en fait, le principe, c'est que au moment du trou de la permanence de l'élève va se mettre à un panneau, va se ranger à un panneau au niveau de la vie scolaire et va décider d'aller au CDI, à la salle d'études numéro 1 ou 2 ou au foyer. Et en fait, l'élève a aussi la possibilité, pendant cette heure-là, éventuellement, de changer de lieu s'il sent le besoin de changer de lieu, et s'il a fini son travail individuel, il peut passer au CDI ou il peut passer au foyer. Donc pour mettre ça en place, ils ont recruté un AED et un contrat unique d'insertion en mission de climat de vie scolaire. Et donc il y a un encadrement, mais il y a aussi une autonomie relative des élèves sur cette mise en place. Donc vous voyez ici, alors je vois que l'heure tourne, je vais essayer de passer quand même rapidement. Vous voyez ici en fait tout le déroulé de la mise en place, avec d'abord une phase forcément d'analyse et puis des besoins, avec d'abord la rénovation du foyer, puis de la salle d'études, pour en arriver au début de l'expérimentation sur le 3C, avec à terme en plus le projet va aller plus loin, puisqu'ils veulent déplacer le CDI pour le ramener en bas, pour vraiment avoir un seul espace de 3C où les élèves puissent plus facilement naviguer de l'un à l'autre. Donc en fait, les effets de la mise en place de ce projet, vous les avez à l'écran, avec finalement des espaces ouverts sur des temps plus longs qu'ils ne l'étaient avant, davantage de collaboration entre enseignants, CPE, avec une participation des éco-délégués. Et puis finalement, les élèves ont été rendus plus autonomes sur leur temps libre, qui d'ailleurs a été renommé, je crois. Voilà.
Donc ça, c'est un premier exemple, en fait, où la mise en place a été faite au fur et à mesure dans l'établissement. Vous avez un autre exemple aussi que je vous invite à consulter sur Internet. Vous avez les liens qui sont ici. Donc au collège Paul-Emmanuel Innovant de Pau, vous avez aussi mis en place ce fameux 3C avec les différents espaces que vous voyez à l'écran, où en fait, on a finalement une évolution dans les espaces tout en avançant dans ce centre, avec d'abord un temps d'accueil et puis après une salle plutôt sur du travail de groupe avec des échanges, et plus on s'éloigne en fait, plus on va avoir un lieu silencieux et avec du travail individuel, que vous avez ici de représenter avec les différentes couleurs finalement. Voilà, tout ce qui est travail individuel, travail de lecture en silence, c'est sur le fond du CDI, avec les zones de convivialité plus en périphérie. Donc je vous invite à aller consulter les liens qui sont là. Voilà, donc on va bientôt avoir fini, on en arrive au moment des ressources. Donc ici, 2 ressources qu'on peut vous conseiller peut-être. D'abord, je vais commencer à droite par Innovatech, que vous pouvez joindre depuis votre portail Arena. Vous allez pouvoir trouver tout un tas de fiches projets qui ont été rédigées et qui peuvent donner des idées assez inspirantes d'aménagement, alors de salles, de cours ou d'autres espaces. Et puis après, pour la phase le passage à l'acte, il y a le site Archiclass qui est très intéressant, qui là aussi va vous proposer des projets, mais aussi une boîte à outils qui va être utile pour développer votre projet, le construire, ne serait-ce que même physiquement, en termes de plans. Il y a des choses très intéressantes à trouver sur ces sites-là. Je lis le chat, c'est pour ça que je fais un silence. Oui, et on est d'accord qu'on part sur de l'existant, donc c'est très difficile à bouger. Donc là, je lisais le commentaire de Marie Gervais. Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on a dit au début. Finalement, le bâti scolaire impose beaucoup de choses. Alors, on peut essayer d'améliorer un certain nombre de choses, en déplaçant des fois certaines salles, en modifiant peut-être des cloisons. Mais il se trouve effectivement que le bâti extérieur, pour l'instant, on conditionne quand même beaucoup de choses. Mais il y a des moyens quand même d'aménager et d'essayer d'adapter les choses à notre pédagogie et non l'inverse. Alors justement, par rapport à toutes ces remarques, je vous invite à participer à la consultation qui est en cours, qui s'appelle Bâtir l'école ensemble. Il y a une enquête qui a été mise en place. Et donc c'est une concertation publique et où vous pouvez donner vos idées, voir comment pourraient évoluer les lieux de l'école. Donc voilà, ça a été assez récent. La mise en place, ça date 22 février. Vous voyez, vous avez jusqu'au 8 avril pour pouvoir y participer. Sachant qu'il y a également à l'intérieur de cette consultation des kits pédagogiques qui permettent, alors ils sont différents entre l'école et le collège et le lycée, qui peuvent permettre de travailler aussi avec les élèves sur ces différents éléments-là pour leur faire participer à cette réflexion sur le bâtiment de l'école. Alors j'ai oublié de le dire, mais le diaporama est déjà téléchargeable en fait ici en bas avec la petite flèche, donc vous pouvez déjà le récupérer pour pouvoir accéder aux différents liens. Donc pour aller plus loin, juste un petit élément par rapport à ce dont je vous parlais au démarrage sur le réaménagement des toilettes au collège François Mauriac de Léognan. Donc c'est un article qui présente le projet, pourquoi ça a été mis en place. On parlait d'égalité filles-garçons, donc voilà, on est tout à fait dans la thématique, puisqu'en fait, certains établissements font le choix en collège de n'avoir que des toilettes mixtes de la 6e à la 3e. Alors le téléchargement, je le répète, vous avez un petit bouton ici en bas avec une flèche sur un trait, donc en cliquant dessus, normalement vous téléchargez le document. Bon, après, il sera mis aussi sur
le site de l'Acadie, hein, mais comme ça, vous l'avez tout de suite. Alors, une bibliographie, une photographie sur laquelle on s'est appuyé pour faire cette présentation, hein, ainsi que sur les différentes formations qu'on a pu avoir, et quelques podcasts qui sont intéressants que vous pouvez écouter justement sur ces réaménagements de l'espace scolaire.